je voudrais d'abord m'excuser pour mon retard, qui s'explique par le fait que j'enseigne dans une merveilleuse mais lointaine ville qui s'appelle Saint-Jérôme. Alors, ce que je pouvais pour arriver le plus rapidement possible. Et je tiens évidemment à remercier Vladimir Letézier et remercier les IPSO de m'avoir invité pour vous parler aujourd'hui du thème, donc, les jeunes Québécois et l'actualisation du projet de pays. En pensant à ce titre-là, donc, suite à l'invitation que j'ai reçue pour m'adresser à vous aujourd'hui, j'essayais de voir par quel angle j'allais aborder la question. Et finalement, il y a un nom qui m'est venu en tête et je me suis dit que j'allais commencer comme ça. Et ce nom, c'est celui d'André Boisclair. Alors, je me suis souvenue, je me suis replongée en 2005 au moment de la course à la direction du Parti québécois. Donc, suite à la démission de Bernard Landry. Et donc, André Boisclair, qui était alors fraîchement diplômé de Harvard, revenait au Québec et c'était le triomphe, le jeune candidat qui allait sauver le Parti québécois. C'est ce qu'on disait à l'époque. Pour toutes sortes de raisons que je ne développerai pas pour l'instant, j'ai donc milité pour un autre candidat dans cette course à la direction, ce qui ne m'a pas empêché d'être très impressionnée par la mobilisation que André Boisclair avait réussi à faire, et notamment auprès des jeunes. Il avait décidé de miser sur la jeunesse, c'est l'angle qu'il avait choisi, et il n'avait ménagé aucun effort pour y arriver. Il avait engagé une équipe de jeunes qui s'occupait de sa tournée des institutions scolaires, qui était une dimension très importante de sa campagne à la direction. Donc, il avait misé sur le recrutement des jeunes pour accéder à la direction du Parti québécois. Et moi, à ce moment-là, j'étais militante au Parti québécois et plus précisément au Comité national des jeunes, donc je suivais ça très près. Et j'étais aussi étudiante au baccalauréat en sociologie à l'Université de Montréal. Et donc, je suivais de très près aussi ce qui se passait dans les institutions scolaires et en particulier à mon université. Et j'avoue que j'avais été impressionnée. Parce que j'avais beau, donc, dans le cadre de mon militantisme, me lever aux aurores plusieurs fois par semaine et distribuer des tracts à 7 heures le matin devant l'Université de Montréal pour, donc, faire la promotion d'activités, pour faire la promotion de conférences avec des orateurs souverainistes, que ce soit des politiciens, mais aussi des intellectuels, des artistes, des gens qui étaient connus des étudiants et qu'on pensait qu'ils allaient attirer les étudiants. Malgré tout, on n'arrivait pas à les mobiliser, on n'arrivait pas à avoir une salle. Et là, André Boisclair arrivait, et il remplissait non pas uniquement un auditorium, donc le plus grand auditorium de l'Université de Montréal, mais il en remplissait deux. Et donc, évidemment, il était présent physiquement dans un seul des deux auditoriums, mais on avait un deuxième auditorium qui était lui aussi plein à craquer, et où il se faisait applaudir même s'il n'était pas présent physiquement. C'était très impressionnant. Et quelques heures avant sa conférence, il n'y avait pas moyen de circuler dans l'université parce que la file d'attente pour le rencontrer était trop longue. Donc, les gens voulaient s'assurer d'avoir une bonne place et d'avoir une place dans le bon auditorium. Donc, j'étais très impressionnée. J'ai écouté, bien entendu, la conférence. Et dans cette conférence, donc, il faisait exactement ce que vous proposez de faire aujourd'hui, c'est-à-dire essayer d'aller chercher les jeunes et essayer d'actualiser le discours souverainiste en l'adressant aux jeunes. Et donc, il soulevait plusieurs questions qui s'adressent aux jeunes et il exploitait les thèmes propres aux jeunes. Il parlait énormément d'éducation, de l'importance de l'éducation. Il parlait beaucoup d'environnement aussi. Et tout ce qui est nouvelles technologies, technologies vertes, les nouvelles technologies des communications aussi. Donc, tout ce qui fait très, très jeune. Et ça fonctionnait, c'était le triomphe. Et il insistait aussi pour dire qu'il n'était pas souverainiste de la même manière que ses parents et ses grands-parents. Qu'il n'était pas souverainiste par ressentiment, mais par fierté. Donc, vraiment, on était dans cette tentative de renouvellement du discours souverainiste, un discours qui respirait la jeunesse, et les jeunes en demandaient encore. Et c'est exactement le même discours qu'il a tenu 2 ans plus tard à l'élection, donc en 2007, élection générale. Il tient exactement les mêmes discours, il exploite exactement les mêmes termes, mais cette fois-ci en s'adressant à l'ensemble de la population. Et vous connaissez la suite. Le Parti québécois a connu le pire résultat de son histoire. Le Parti québécois est arrivé 3e, derrière l'Action démocratique du Québec. Et pas longtemps après, bien évidemment, André Boisclair s'est fait montrer la porte du Parti québécois. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Alors, de 2 choses. Ou bien les jeunes ont perdu leurs élections parce que leurs aînés n'ont pas embarqué dans leur programme, ou bien ils avaient déjà abandonné André Boisclair, qu'ils avaient acclamé 2 ans plus tard. Quelle conclusion on peut en tirer? Évidemment,
sûrement pas qu'il ne faut pas parler d'éducation. Je suis la première à penser que c'est un thème très important et que le gouvernement devrait agir en matière d'éducation, en particulier contre le décrochage scolaire, qui est un problème majeur, et en particulier aussi pour se débarrasser de cette abomination qui s'appelle la réforme de l'éducation. Je ne veux pas non plus dire qu'il ne faut pas parler d'environnement, parce que, comme vous, j'aime bien respirer un air respirable et j'aime bien pouvoir boire de l'eau dans mon lavabo sans avoir peur que ça explose à cause des procédés pour exploiter le gaz de schiste. Donc, évidemment, il faut parler d'environnement. Je ne veux pas dire non plus que les agences des partis politiques sont inutiles. Au contraire, pour y avoir moi-même milité, je considère que c'est un lieu de militantisme qui est très stimulant, qui est très formateur et qui est beaucoup plus utile que bien des comités, des sous-comités qui ont vu le jour et qui sont morts pas longtemps après dans les différents partis politiques et qui n'ont pas eu nécessairement de suite. Ceci étant dit, je pense qu'il faut aussi être conscient, donc oui, il faut parler des thèmes qui intéressent les jeunes, mais il faut aussi être conscient des dangers qui nous guettent si on essaye trop de plaire aux jeunes à tout prix ou de plaire à une vision qu'on a de ce qui est devenu la jeunesse. Et j'ai identifié, donc c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, 3 risques, qui sont d'abord le risque de clientélisme, le risque de marginalisation et le risque finalement de dénationalisation. Donc, je vais développer ces 3 points. Alors, premier risque, donc, le clientélisme. Quand on dit qu'il faut inclure les jeunes dans le projet souverainiste, ça peut vouloir dire 2 choses. On peut voir les jeunes comme étant la prochaine génération, ou on peut les voir comme étant une clientèle à satisfaire. Et ce sont 2 choses très différentes. Si on voit les jeunes comme étant la nouvelle génération, on les voit donc comme les héritiers d'un projet à continuer, les gens à qui on passe le flambeau. Et donc, oui, ils vont l'adapter, oui, ils vont s'approprier ce projet-là, mais sans faire table rase, donc sans essayer de repartir à zéro. Si au contraire, on voit les jeunes comme une clientèle à satisfaire, alors là, à mon avis, c'est beaucoup plus problématique. Et pourtant, il y a, ce risque-là est très élevé aujourd'hui dans une politique qui est beaucoup marquée par les lobbies, par les groupes de pression. Et donc, ça peut être tentant pour un politicien de dire, bon, ben, on va faire plaisir aux jeunes, les jeunes veulent telle chose, on va leur donner, au même titre qu'on peut dire, alors les aînés demandent telle chose, on va leur donner, les régions demandent telle chose, on va leur donner, les syndicats demandent telle chose, on va leur donner, le patronat demande telle chose, on va leur donner, donc de segmenter finalement l'action politique en clientèle à satisfaire. Et évidemment, le problème avec une telle conception de la politique, ben, c'est justement que c'est le sens même de l'action politique qui est perdu, l'idée du bien commun, l'idée d'agir pour l'intérêt général. À la place, on essaie plutôt d'agir pour satisfaire des clientèles en espérant que ça va être payant électoralement. Et dans le cas des jeunes, c'est encore plus problématique parce que quand on connaît la démographie du Québec, on n'est peut-être pas la clientèle numéro 1 que les partis politiques vont vouloir satisfaire. Donc, l'approche clientéliste, à mon avis, est un danger auquel il faut faire attention. Deuxième danger, la marginalisation. Et ça aussi, c'est lié à cette question-là des lobbies, à cette question-là, donc, d'une politique qui est de plus en plus clientéliste, une politique donc, qui passe de plus en plus par les groupes de pression. Et le risque, donc, peut être grand de confondre les jeunes et les groupes qui parlent au nom des jeunes ou prétendent parler au nom des jeunes. Donc, ça peut être tentant d'essayer de faire plaisir à ces groupes-là en pensant que de cette façon-là, on va faire plaisir aux jeunes dans leur ensemble, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Et je pense en particulier au mouvement étudiant, qui peut avoir des revendications tout à fait légitimes, mais qu'il ne faut pas nécessairement confondre avec la jeunesse. D'une part, parce que plusieurs jeunes ne sont pas étudiants. Je parlais tout à l'heure du décrochage, ben, ces décrocheurs-là ne sont pas dans le mouvement étudiant. Et ceux qui ont fait une formation professionnelle et technique et qui ont terminé leurs études très tôt ne sont pas dans le mouvement étudiant non plus. Et donc, les jeunes travailleurs, les jeunes parents ne sont pas représentés par le mouvement étudiant. Et même parmi les étudiants, c'est pas tout le monde qui se sent représenté par ce groupe-là. Et donc, c'est pas le risque, c'est de confondre finalement la frange la plus militante des jeunes avec l'ensemble des jeunes et de confondre finalement peut-être un discours plus radical avec la vision qui est davantage partagée par les jeunes dans leur ensemble. Donc ça aussi, à mon avis, c'est un deuxième risque si on essaie trop de plaire aux jeunes à tout prix sans faire attention à la manière dont on le fait. Troisième risque, le risque de dénationalisation. Parce qu'on entend souvent, et là, j'ai des réserves à savoir si c'est vrai ou pas, mais admettons que c'est vrai. Donc, on entend souvent dire, donc à tort ou à raison, que les jeunes ne sont plus nationalistes, que les jeunes sont maintenant des citoyens du monde,
qu'ils sont ouverts sur le monde, qu'ils sont eux-mêmes, qu'ils ont eux-mêmes une identité multiculturelle donc multilingue, et donc qui serait passé à autre chose. Alors d'abord, il reste à voir si c'est vrai, mais dans la mesure où c'est vrai, si ce l'est, ben, il ne faut surtout pas que le mouvement souverainiste embarque dans cette direction-là. Choisissent donc d'abandonner le nationalisme pour plaire finalement à ce qu'on pense être la jeunesse. Donc de dire, bon, ben, finalement, on abandonne la langue, on abandonne la culture, on abandonne l'histoire parce que les jeunes ne sont plus là. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est de un, est-ce que les jeunes sont effectivement plus là? Si oui, c'est un problème. Et deuxièmement, donc, s'ils ne sont plus là, comment ça se fait qu'ils sont plus là? Qu'est-ce qui est arrivé pour en arriver là? Parce que si on fait ça, évidemment, ben, on perd les raisons fondamentales pour faire l'indépendance. Un peuple devient indépendant parce qu'il a une langue, parce qu'il a une culture, parce qu'il a une histoire, et parce qu'il veut voir ça représenté dans les institutions politiques. Et l'idée donc de dire qu'il faut absolument qu'un projet souverainiste soit défendu au nom des valeurs environnementales ou au nom des valeurs altermondialistes, mais l'indépendance n'est pas le seul moyen d'arriver à ça. Et si le plus important pour vous, c'est d'être gouverné à gauche, ben, c'est pas l'indépendance, la solution la plus simple, c'est de voter pour un parti de gauche au fédéral, c'est de voter pour le NPD. Et donc, je pense que le mouvement souverainiste a tout à perdre en disant qu'il faut absolument être de gauche pour être souverainiste. On peut être souverainiste et de gauche, on peut être souverainiste et de droite. On peut proposer différents projets pour l'après-souveraineté, mais il ne faut absolument pas faire un trait d'union, un lien nécessaire et obligatoire entre l'indépendance et un projet social en particulier. En fait, je pense qu'on pose le problème à l'envers. Au lieu de dénationaliser le discours souverainiste, supposément pour plaire aux jeunes, on devrait peut-être cesser de travailler à la dénationalisation des jeunes. Et l'école, en ce moment, travaille à la dénationalisation des jeunes, et je pense que c'est là qu'il faut agir. Si on prenait la peine d'enseigner correctement l'histoire, sans gommer les conflits, si on enseignait l'histoire du 20e siècle québécois, avec ses grands personnages, avec ses grands rendez-vous, qui passent très rapidement en ce moment dans les cours d'histoire, parce qu'on le voit rapidement à la fin, l'examen du ministère s'en vient, donc on ne prend pas le temps de mettre l'accent là-dessus au secondaire. Si on apprenait évidemment à bien parler et à bien écrire la langue française, ça irait sans doute mieux. Si on enseignait aussi davantage la littérature québécoise, donc au lieu de demander aux étudiants du secondaire de choisir dans une liste 3 ou 4 livres, et bien souvent ils vont choisir les livres américains traduits en français, ben, d'inciter davantage pour leur faire lire la littérature québécoise. Si on leur enseignait le mode de fonctionnement de nos institutions politiques, ce que ne font pas les cours actuels d'éducation à la citoyenneté, et si on leur enseignait l'histoire des religions plutôt qu'un endoctrinement multiculturaliste comme ça se fait en ce moment dans les cours d'éthique et culture religieuse, ben, on n'en serait pas aujourd'hui à vouloir réaliser la quadrature du cercle, c'est-à-dire essayer de convaincre les citoyens du monde de faire l'indépendance d'une nation. C'est un cul-de-sac et on n'a absolument rien à gagner en allant dans cette direction-là. André Boisclair l'a essayé et on a vu que c'était un échec. J'attends encore de voir une autre formulation qui pourrait fonctionner. Alors, si on reprend le titre de la table ronde d'aujourd'hui, les jeunes et l'actualisation du discours souverainiste, je dirais que le projet n'a pas tant besoin d'être actualisé que de retourner à ses fondements. Si on veut que les jeunes deviennent souverainistes, ou encore mieux, deviennent militants souverainistes, parce que si on veut que le projet continue, il faut qu'ils se l'approprient, il faut qu'ils s'impliquent, pas seulement qu'ils l'appuient, et bien il faut qu'ils sentent qu'ils font partie d'un peuple. Un peuple qui a une histoire, un peuple qui a une langue, un peuple qui a une culture, et qui pense que ça vaut la peine qu'elle continue d'exister. Je vous remercie.